Mes chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Bernard Amsalem, ancien président de la Fédération française d'athlétisme. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises du sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent donc sur 3 axes. Les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Après avoir été vice-président de 1997 à 2001 de la Fédération française d'athlétisme, vous avez été élu président de cette fédération en 2001. Vous occupez cette fonction jusqu'en 2016, soit pendant 4 mandats. Vous avez également exercé plusieurs fonctions au sein du CNOSF. Vice-président, chef de mission de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Londres, et en êtes administrateur pour le mandat 2021-2025. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous nous indiquer quels sont les faits dans le champ de cette commission d'enquête dont vous avez eu connaissance et les réponses que vous y avez apportées dans les différentes fonctions que vous avez exercées? Quelles étaient l'organisation et les actions conduites par la Fédération française d'athlétisme dans les domaines qui intéressent cette commission d'enquête? Le cadre existant pour prévenir, détecter, signaler, sanctionner ces actes vous paraît-il adapté? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Très bien. Donc vous avez la parole pendant 5 à 10 minutes. Je vais juste vous demander de vous appuyer pour le micro. Quand vous avez terminé votre prise de parole, vous pouvez fermer le micro pour libérer le micro pour Madame la rapporteure. D'accord. Je vous remercie. Merci. Bien, écoutez, donc effectivement, j'ai été président de la fédération pendant 4 mandats, 16 ans. Je voulais vous dire simplement que pendant cette période, nous avons doublé le nombre de licenciés, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la fédération, pour passer de 155 000 à 310 000 fin 2016. Nous avons créé en 2006, nous avons été la première fédération à la commission d'éthique et de déontologie en 2006, qui à ce jour a examiné plus de 120 dossiers. Nous avons aussi mis dans les statuts en 2005 la parité. Nous avons été la première fédération à le faire, alors que maintenant c'est obligatoire depuis la loi de l'année dernière pour les prochaines élections. En 2005, j'ai créé avec mon équipe l'Athlé Santé, le sport santé. Nous avons d'ailleurs incité plusieurs fédérations à le faire après. Nous avons obtenu du ministère des Sports la création d'un CQP, un certificat de qualification professionnelle pour les coachs qui accompagnent les malades. Et nous avons travaillé avec toutes les ARS de France au départ pour faire connaître notre objectif. Nous avons créé ça, donc ça c'était en 2004-2005. Nous avons créé le sport en entreprise en 2009. Nous avons expérimenté ça avec l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. Et au bout de 2 ans, le patron de l'époque, Jean-Dominique Sénard, qui est maintenant patron de Renault, avait fait faire un audit et il m'a donné le résultat de l'audit. C'est depuis que les salariés faisaient du sport pendant les heures de travail, c'était moins 25% d'absentéisme et plus 10% de productivité. Donc tout le monde était gagnant et aujourd'hui d'autres entreprises évidemment s'y sont mis. Nous avons été ici la première fédération à créer une opération dans les quartiers difficiles, dans les QPV, qu'on a appelé Urban Athlé. L'idée, c'était de faire à la fois de l'animation, mais aussi de la détection de talents, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des talents, il y a beaucoup de jeunesse dans ces quartiers-là, et que le sport pouvait être un ascenseur social pour ces jeunes. D'ailleurs, le premier détecté, ça a été Ladji Doucouré, qui est devenu champion du monde du 110 mètres haies quelques années plus tard, et qui a Bac+5 aujourd'hui. Donc, vous voyez, s'il n'y avait pas eu le sport, je pense qu'il n'aurait pas eu le même parcours. Nous avons aussi été les premiers à créer le sport à l'école.
donc dans les écoles maternelles et primaires, en créant 27 ateliers sous forme de jeux. On joue au sport, ce n'est pas le sport qu'on fait dans les clubs. Et je peux vous dire que les clubs qui interviennent dans ces écoles aujourd'hui sont des clubs très très structurés, très professionnalisés, parce qu'une partie de l'intervention de leurs animateurs est financée par les collectivités. Et du coup, ça permet de structurer le club autour de l'emploi. Nous avons aussi été les premiers à créer le sport dans les crèches sur le thème de la motricité. Donc dès que les enfants commencent à marcher, donc avec des gens formés pour ça évidemment. D'ailleurs la plupart des intervenants sont des STAPS APA qu'on a formés évidemment après. Donc il y a des centaines et voire des milliers d'emplois qui ont été créés. Certains d'ailleurs se sont installés à leur compte. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de maisons sport santé qui se sont créées en France et donc ils ont trouvé des emplois. Donc nous avons aussi développé, créé la marche nordique, la marche avec les bâtons, hein, que vous voyez partout maintenant. Nous avons été les premiers et d'ailleurs ça a développé l'économie des bâtons parce qu'à l'époque il n'y avait pas de producteurs de bâtons en France et il a fallu, ça a été généré quelques années après parce qu'on avait recruté une Finlandaise donc, qui savait ce que c'était que la marche nordique puisque c'est une activité du nord de l'Europe. Voilà, donc... on a aussi, alors sur le plan de dopage, créé en 2006 la création donc, de prévention dopage. Alors à l'époque, j'avais demandé à 2 athlètes qui avaient été contrôlés positifs, hein, Florent Lacasse et Naman Keita. Florent Lacasse, c'est un cours de 800 mètres, Naman Keita, c'est un cours de 400 haies, et qui étaient en équipe de France, évidemment, qui ont eu des médailles, qui ont été donc contrôlés positifs. Et je leur ai demandé de témoigner dans les réunions que nous faisions avec des jeunes, notamment des juniors, des cadets, etc., dans les pôles, pour justement lutter contre cette dérive dopage. Et donc, ils venaient expliquer ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils regrettaient d'avoir fait. Et donc, ça a été très, très intéressant. Voilà. Par ailleurs, il y a eu, pendant cette période, nous avons réalisé les meilleurs résultats de l'histoire en termes de médailles, puisqu'on est, vous savez qu'on est jugé par notre ministère de tutelle sur les résultats que nous avons ou pas. Et donc, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques, on a fait les meilleurs résultats de l'histoire depuis les Jeux de 48, hein, après la guerre, quoi. Donc voilà, c'est donc dans des contextes très, très compétitifs, parce que l'athlétisme est un sport très compétitif. C'est le sport le plus compétitif de tous les sports, puisque c'est présent dans plus de 200 pays. Il y en a plus qu'à l'ONU, hein. Et n'importe quel athlète d'un pays modeste, pauvre, peut devenir champion du monde ou champion olympique. Vous avez des Kenyans, des Éthiopiens, etc., ou même des athlètes des petites îles des Caraïbes, Saint-Kitts-et-Nevis, etc., qui sont champions du monde. Vous ne trouvez pas ça dans tous les sports. Donc ça veut dire quand même que c'est un sport où il est difficile d'aller récupérer des médailles. Et malgré ça, nous avons fait les meilleurs résultats de l'histoire. Dernière observation que je voulais vous faire pendant cette période de présidence, j'ai reçu régulièrement des lettres anonymes antisémites. Et même si on a déposé plainte à chaque fois, ça n'a jamais donné de résultat. Donc là aussi, ça fait partie des choses, aujourd'hui dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, puisque c'était pendant toute la période où j'étais président où j'ai reçu des lettres de menaces régulièrement antisémites. Voilà, je vous le dis parce que ça fait partie aussi de cette histoire. Par ailleurs, à la même époque, pour une collectivité, j'avais créé le passeport en 2003. Le passeport a été créé par l'État en 2020. Moi, je l'ai créé en Seine-Maritime pour le conseil départemental de Seine-Maritime qui m'avait demandé de leur proposer un plan de développement du sport. J'ai créé le passeport et donc c'est une aide aux enfants dont les familles relèvent de l'allocation de rentrée scolaire de 60 €. Cette aide aujourd'hui a été même transposée au sport santé, donc ça permet aussi d'aider les malades qui sont pris en charge par les clubs. Malheureusement, sur le sport santé, malgré toutes les démarches qu'on a faites vis-à-vis de la Sécu ne prend pas en charge la licence. Par contre, les mutuelles, oui, pratiquement toutes les grandes mutuelles prennent en charge une partie de la licence pour les malades. Et donc, on a à peu près 32 000 licenciés athlètes santé dans nos clubs. Et on a fait des études il y a quelques années avec des spécialistes. On s'est rendu compte que quand un malade, quelle que soit la pathologie, faisait du sport, encadré par un spécialiste évidemment, c'était une économie de l'ordre de 2 000 à 2 200 € de consommation de médicaments en moins chaque année. Vous vous rendez compte, si tous les malades de France faisaient de l'activité physique adaptée, la Sécu aurait 7 milliards d'économies. Donc elle serait excédentaire demain. Donc il faudrait aussi peut-être, comme vous êtes parlementaire, peut-être faire quelque chose au niveau de la sécurité sociale. C'est des choses qui existent dans d'autres pays. Hein. Au Canada, la référence pour moi, c'est le Canada. Ça fait 80 ans qu'ils font ça et ils dégagent ce genre d'économie pour les assurances sociales. Hein. Donc voilà. Donc nous avons essayé de faire en sorte que cette fédération, qui a une délégation de service public,
la délégation de service public, dans mon esprit, c'est pas que le haut niveau. Le haut niveau, c'est la vitrine, c'est important, évidemment. C'est ça qui coûte le plus cher dans une fédération. Mais la délégation de service public, c'est d'avoir une vision sociétale du sport. Et c'est pour ces raisons que nous avons développé toutes ces activités pour la population dans son ensemble. Hein. C'est une minorité qui devient médaillée en équipe de France, etc. Mais nous, on souhaitait aller toucher à une majorité de gens et développer nos activités. On a aussi incité beaucoup de fédérations à le faire. On a même formé des fédés pour faire comme nous. Et donc, du coup, ça s'est développé. Pas suffisamment à mon goût aujourd'hui, mais ça pourrait encore plus se développer et, encore une fois, être utile à la société. Et puis je dirais un dernier mot sur ma vision de la vie associative sportive. Nous sommes dans le sport le premier réseau associatif, hein, avec entre 16 et 17 millions de licenciés dans les clubs. C'est quand même extrêmement important. 160 000 clubs fédérés, 360 000 associations sportives, parce qu'il y a aussi des associations qui ne sont pas fédérées, qui ne sont pas dans les fédérations, 3 500 000 bénévoles. S'il n'y avait pas ça dans notre société, ce serait la jungle. Parce que ces gens-là, ces bénévoles, ils passent leur temps à s'occuper d'autres personnes, de jeunes, de moins jeunes, etc. Et on apporte beaucoup à la société. Ce que je dis là, parce que j'ai une autre casquette que vous n'avez pas citée, je suis vice-président du mouvement associatif qui regroupe toutes les têtes de réseau des associations et je m'occupe du bénévolat dans cette tête de réseau. Et on a fait faire l'année dernière une étude sur ce que rapportait à la France, à la société française, le monde associatif dans tous ces domaines. Eh bien, c'est 68% du PIB chaque année. Soit, si on évaluait les heures passées, les interventions, quelles que soient les associations, dans tous les domaines, eh ben, c'est 68% du PIB de la France. Vous vous rendez compte? La vie associative. Bon, alors je trouve qu'on ne fait pas assez pour le bénévolat, qu'on ne les aide pas suffisamment, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Je suis bénévole depuis l'âge de 16 ans et je continue à l'être.